Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site des cours Artemis. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un tutoriel qui porte sur l'électromagnétisme. Donc en fait, on va s'attacher à établir l'expression du champ électrique dû à une sphère chargée. Alors, on va s'intéresser à deux cas. Le cas où la distribution de charge est volumique et l'autre cas où la distribution de charge est surfacique. Donc, voici le sujet et on va distinguer le cas où la distance par rapport au centre de la sphère est supérieure au rayon de celle-ci et le cas où la distance est inférieure. Donc c'est parti. Nouvelle page, on va introduire une sphère. Alors, j'ai pas. Tac. Faire ça comme ça. Donc, nous n'avons pas encore de figure 3D. Donc, on va raisonner sur cette figure. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va se servir des coordonnées sphériques étant donné la symétrie du problème. Donc, ce qu'il faut savoir concernant les coordonnées sphériques, c'est qu'on introduit le rayon, on va l'appeler petit r, l'angle θ et l'angle phi. Voilà. Donc, le champ électrique a priori, donc, on introduit le vecteur E qui va disposer de trois composantes. Une composante suivant R, suivant θ, une autre suivant θ et une autre suivant phi. Chacune des composantes va dépendre des trois coordonnées. Pardon. Donc on peut écrire ça comme étant égal à E de R, θ, phi, UR, plus E θ, R, θ, phi, Uθ, plus E phi, R, θ, phi, U phi. Voilà. Donc ça, c'est le cas le plus général. Alors, à partir de là, l'objectif, c'est de simplifier ce vecteur en se servant des propriétés de symétrie du problème afin d'obtenir une expression la plus réduite possible. Alors, on peut s'intéresser par exemple au fait qu'on observe certaines invariances. Par exemple, si θ, alors j'ai pas tracé le repère, mais si je l'avais tracé, donc ça c'est sa projection.
ça, je peux prolonger aussi ici. Voilà. Donc, on va prendre le crayon. Alors, on va considérer donc ce segment-là. En fait, c'est R, le segment bleu. Je vais peut-être le mettre de la même couleur. C'est donc R, cette composante-là. Ensuite, θ, on va indiquer que θ, c'est cet angle-là. Donc θ est ici. Et phi, on peut définir phi comme étant l'angle qui est ici. Voilà. Alors, par rapport à cette sphère, on constate que lorsque l'on tourne de cette manière-là, donc en faisant varier phi, eh bien, on est toujours situé à une même distance du centre de symétrie de ma sphère. Et ce qu'on observe, c'est une invariance du champ électrique. Donc ça veut tout simplement dire que E, quelles que soient les valeurs prises par phi, sera toujours le même. Donc ça veut tout simplement dire que le champ E ne dépend pas de la composante phi. Donc dans l'expression générale que j'ai écrite ici, je peux barrer toutes les variables phi, puisqu'elles n'interviennent pas dans les valeurs prises par le champ électrique. Et on peut dire la même chose pour θ, puisque si j'observe une rotation comme ceci, j'ai le même phénomène de symétrie qui fait que mes valeurs de E ne changent pas. Donc, de la même manière, mes composantes du champ électrique ne dépendent pas de θ. Donc en fait, à partir de là, on peut écrire que pour l'instant, on vient de démontrer, en se servant uniquement de la symétrie, que le champ E pouvait s'écrire comme ceci. Donc ER UR plus Eθ θ plus Phi R Phi. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on peut le noter. Invariance de E par rapport à une rotation selon θ. Et aussi invariance du champ E par rapport à une rotation selon phi. Et voilà. Donc ça, ce sont les premières simplifications qui s'opèrent. Seconde simplification, si on s'intéresse à des plans de symétrie, à savoir comme plan
si je considère tout plan comprenant O, O étant, alors comprenant le point O, O étant le centre de la sphère. Et portant les vecteurs les vecteurs UR et Uθ. Eh bien, on constate quoi? On constate que donc, tous les plans comprenant le point O, donc si on suppose que ce repère est centré au niveau du point O, donc O étant le centre de la sphère et portant les vecteurs UR et Uθ, donc ce vecteur est le vecteur qui est tangent à celui-là, qui représente Uθ, eh bien nous allons observer que tous ces plans sont plans de symétrie de notre structure, puisqu'ils coupent parfaitement la sphère en deux parties égales, et donc les deux hémisphères que l'on obtient sont strictement symétriques. Donc, et plan de symétrie. Et ça implique forcément que la composante restante, à savoir Eφ, est nulle. Donc voilà une simplification qui s'opère grâce à l'établissement des plans de symétrie donc, qui passent par O, O étant le centre de la sphère, et portant les vecteurs UR et Uθ. Ensuite, l'objectif c'est de voir s'il n'existe pas d'autres plans de symétrie qui passeraient par exemple par Uφ, enfin qui porteraient les vecteurs Uφ. Donc tout plan comprenant le point O et portant les vecteurs. Alors, on va parler des vecteurs. Où est-ce qu'il est passé? Donc, les vecteurs UR et Uφ, donc tout plan comprenant le point O et portant les vecteurs UR et Uφ et plan de symétrie. Et donc, ça implique que Eθ est nul. Donc voilà ce que l'on obtient comme simplification. Alors, on va poursuivre sur une nouvelle page.
Donc en résumé, pour l'instant, on obtient Eθ qui vaut 0 et Eφ qui vaut 0. Donc ça va permettre d'écrire que E est tout simplement égal à ER UR. Et voilà. Et alors, à partir de là, il nous faut établir le champ électrique, et pour ce faire, on va se servir d'un théorème, le théorème de Gauss. Alors, appliquons le théorème de Gauss. Donc, que dit le théorème de Gauss? En gros, alors, l'intégrale E ds est égale à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc le flux associé au champ électrique est égal à la charge intérieure de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. Alors il nous faut établir la surface de Gauss, donc que nous allons utiliser. Alors ici simplement il va s'agir d'une sphère vide. Voilà, tout simplement une sphère. Donc on va commencer par le premier cas, à savoir petit r inférieur à grand R. Donc premier cas, peut-être le mettre avec ça. Le cas petit r inférieur à grand R. Changer la couleur. Rouge. Alors. C'est parti. Alors si je remplace donc ma surface va être orientée aussi suivant UR, puisqu'il s'agit d'une sphère qui va être centrée sur le centre de ma sphère initiale. Pour ceux qui comprennent, qui veulent un tracé, c'est simplement, je prends une sphère qui est centrée sur ma sphère. Alors, ça se voit pas. Donc ça c'est le deuxième cas, c'est lorsque R est supérieur, et on fait la même chose avec un R plus petit que grand R. On trace une sphère et ce sera notre surface de Gauss. Donc à partir de là, on utilise le théorème et on indique en partant de là que j'ai bien E ds Q intérieur sur epsilon 0. E, c'est tout simplement ER de R, facteur de ds. Alors ce qu'il nous faut établir, c'est donc la variation ds, donc la surface associée à une sphère. Alors, pour ce faire, il faut penser à ça. C'est-à-dire, on va observer, pour obtenir le ds, il faut considérer une variation suivant θ et une variation suivant phi. Donc, si j'ai une variation suivant θ, mon rayon de courbure, c'est petit r. Donc, alors, l'établissement de ds, on va avoir donc du R
dθ. Ça c'est la première partie, j'ai une variation comme ceci. Et j'ai une seconde variation, c'est celle-ci. Mais cette fois-ci, le rayon de courbure, ça n'est plus R, mais c'est en fait ce segment-là en fait. Donc il faut établir ce que vaut ce segment, puisque c'est à partir de celui-là qu'on pourra obtenir la variation suivant phi. Alors pour obtenir la longueur de ce segment, on va se servir tout simplement du sinus de l'angle θ, puisque ce segment est égal à celui-là. Et sinus θ, c'est le côté opposé, divisé par l'hypoténuse, puisqu'ici nous avons un triangle qui est rectangle, puisqu'on a obtenu ces points en faisant une projection orthogonale de notre point M, que je ne vais pas noter, j'aurais pu, ici. Donc c'est de cette manière-là qu'on obtient les coordonnées d'un point, dans un repère orthonormé, ou orthogonal. Donc voilà. Alors, eh bien, sachant ça, je sais que ça va être donc multiplié par R sinus θ dφ. Donc ds en fait. Alors on peut même écrire le vecteur, hein, puisqu'initialement c'est un vecteur, c'est en fait R carré sinus θ dθ dφ UR. Il est porté par UR. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait le produit scalaire ici, c'est UR fois scalaire UR. Évidemment ça fait 1. Donc il ne nous reste plus que ER. Et bien multiplié par ça. Donc multiplié par R carré sinus θ dθ dφ. Et ça c'est égal donc à la charge intérieure divisé par epsilon 0. Alors, qu'appelle-t-on la charge intérieure? Eh bien, si on regarde ici, eh bien, quand on est à une distance supérieure à grand R, la charge, c'est la charge totale de ma sphère. Par contre, lorsqu'on est à une distance inférieure à grand R, eh bien, c'est uniquement la partie de ma sphère qui est inférieure à ma position. Donc, il y a un rayon inférieur. Donc, ici, mon Q intérieur, si je le détermine, il va être lié à ma charge volumique, donc à ma charge volumique. Alors, je vais pas préciser ici, mais on va l'appeler ρ, puisqu'elle est souvent appelée ρ, c'est précisé dans l'énoncé. Ça doit être indiqué ici, donc la charge volumique ρ. Donc ρ fois bien un fois le volume. Alors le volume d'une sphère par définition c'est 4 tiers de pi r cube, et donc ça nous donne 4 tiers de pi fois le rayon, et le rayon ici c'est petit r, et donc c'est au cube. Voilà. Donc ça, on s'en servira. Donc on obtient alors, j'oublie pas mes sigles intégrales ici. Il faudrait que je précise mes bornes. Alors, mes deux intégrales s'opèrent uniquement sur θ, enfin, donc l'une concerne θ et l'autre phi. R ici n'intervenant pas, donc en fait je peux l'extraire de mon intégrale en écrivant de cette manière là tout simplement. R2 ici, intégrale sinus θ dθ dφ. Tout ça c'est toujours égal à Q intérieur sur epsilon 0. Alors, les bornes sont importantes. Donc θ, eh bien on considère que θ varie de 0 à pi.
et que phi varie de 0 à 2pi. Alors que je dise pas... Oui, c'est ça. Deux bêtises, mais ça doit être ça. Et donc à partir de là, on peut calculer cette intégrale. On va le faire sur une autre feuille. Donc pour l'instant, je m'intéresse uniquement à l'intégrale. Donc j'ai dit de 0 à pi pour l'une, de 0 à 2pi pour l'autre. Et on a sinus θ, dθ, dφ. Donc je peux séparer. Pour l'une, j'ai sinus θ, dθ. Donc c'est un produit. Pour l'autre, j'ai tout simplement dφ. La primitive du sinus, comme on l'a vu en cours, ça provient d'un cosinus. Donc cosinus θ, lorsque je dérive cosinus, j'obtiens moins sinus θ. Alors ici, il n'y a pas de signe moins, donc ça veut dire qu'initialement, j'ai un signe moins ici. Donc c'est moins cos θ, toujours de 0 à pi, multiplié par, tout simplement, phi, cette fois-ci allant de 0 à 2pi. Donc j'obtiens moins cosinus de pi plus cosinus de 0 multiplié par 2pi moins 0, donc 2pi. Donc je mets toutes les étapes. Alors, cosinus de pi. Et bien si on regarde, si on suppose que ça c'est un cercle trio, ici je suis à 0, ici je suis à pi. Donc ici je suis à moins 1. Et comme j'ai un moins devant, ça fait 1, tout simplement. Donc 1 plus cosinus de 0. Alors j'ai remis phi, mais c'est cosinus de 0. Et cosinus de 0, je l'ai indiqué, hein, c'est quand on est de ce côté pour un cercle trio, ça vaut 1. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc au final, ça fait 2 fois 2pi, donc ça fait 4pi. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai r carré fois ER multiplié par 4pi. Ouais. Et donc tout ceci est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc j'obtiens que ER indiciaire est égal à Q intérieur sur 4pi epsilon 0 R2. Voilà. Alors, je peux me servir du fait que... Bon, je mets le signe égal ici, hein, c'est pas grave. Q intérieur, j'ai indiqué précédemment que c'était 4 tiers de pi R cube. Voilà. Donc, multiplié par quoi? 1 sur 4pi fois epsilon 0 R2. Donc, il y a des simplifications qui vont s'opérer, évidemment. Le 4pi qui est là se simplifie avec celui-là. Et j'ai mon R2 qui est là, qui va se simplifier. Donc il ne me reste plus qu'un R de ce côté. Donc j'obtiens... j'ai plus de pi. Au numérateur, j'obtiens tout simplement 1
j'ai dû oublier. Oh, oui, c'est bien ça. C'était étrange. Donc ici, il faut multiplier par ρ, Q intérieur, parce que j'ai que multiplié par le volume, ici. Donc ici, il faut que je multiplie par la charge volumique. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux. Donc j'ai ma charge volumique divisé par... on va le faire avec ça. Charge volumique, donc divisé par 3 epsilon 0 fois R. Voilà ce que l'on obtient pour le champ électrique. Donc je vérifie, 4pi simplifie, R cube, R2, il reste R, epsilon 0, le 3, le ρ, et voilà. Donc voilà notre résultat. Ah, c'est pas le bon. Tac. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà l'expression que l'on obtient de notre champ électrique dans le premier cas, à savoir petit r inférieur à grand R. Donc, nous allons faire la même chose pour petit r supérieur à grand R. Alors, on ne va pas tout réécrire parce qu'en fait, c'est le même raisonnement. Enfin, pour ce qui est des simplifications et tout le reste. On va juste commencer. Alors, je vais l'écrire comme ça. Au niveau de l'intégration, mettre ça ici. Donc voilà, ce cas-là. Et donc, ce qu'il me faut, c'est simplement commencer ici. Donc, cette partie-là est toujours vérifiée, enfin, elle vaut exactement la même chose. Ce qui change, en fait, c'est le calcul du Q intérieur. Puisqu'en fait, mon rayon ici, c'est pas petit r, puisqu'on est dans le cas de figure où petit r est plus grand que grand R. Donc on est un point ici, par exemple, à l'extérieur. Et donc la charge, elle est liée à l'ensemble de ma sphère. Donc c'est grand R. Donc ce qui change, c'est que quand je calcule Q intérieur, eh bien c'est grand R qu'il faut utiliser. Donc par analogie, on obtient un Q intérieur. Donc je vais l'indiquer. Peut-être pas en rouge quand même. Q intérieur. Donc ma charge multipliée par 4 tiers de pi R au cube. Voilà. Alors je vérifie juste une chose, c'est que j'ai bien multiplié par ρ ici. Ok. Donc voilà, on a bien Q intérieur. Donc on avait trouvé à gauche de notre égalité. Alors on avait trouvé 4 pi R carré ER. Je vérifie tout de même. Ok.
Donc ça, c'est simplement égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc à ρ sur epsilon 0 fois 4 tiers de pi r cube. Voilà. Je passe 4 pi r carré de l'autre côté. Donc j'ai E r qui va être égal à ρ sur epsilon 0 multiplié par 4 pi sur 4 pi multiplié par r cube sur r carré. Et donc, simplification évidemment de ces deux-là, on obtient ER égale ρ sur epsilon 0 fois r cube sur r carré. Et voilà. Donc ça, je vais peut-être le noter un peu plus bas. C'est mon résultat. Voilà. Ça, c'est ce qu'on obtient. Alors maintenant, on a étudié en effet les deux cas, donc petit r inférieur à grand R, petit r supérieur à grand R. Ce qu'il faut voir, c'est alors, lorsque petit r égale grand R, il faut qu'il y ait continuité de mon champ électrique, donc il ne faut pas qu'on observe de discontinuité. Et pour ce faire, on va rappeler ici, tout simplement, pour voir ce qui se passe. Alors je vais le faire en bleu. Donc, un petit résumé. Il faut changer la couleur ici. Et résumé de ce qu'on obtient. Alors, je dirais d'abord que, eh bien, pour petit r inférieur à grand R, on obtient que R égale ρ sur 3 epsilon 0 fois R. Et donc, pour petit r supérieur à grand R, on obtient ER égale à ce qu'on vient de trouver, à savoir ρ sur epsilon 0 fois r cube sur r carré. Donc, ce qu'il faudrait qu'on regarde, c'est lorsque petit r est égal à grand R. Et là, j'observe que j'ai oublié un 3 qui est ici. Donc j'ai un 3 qui est là, et qui est là. Alors quand je vais simplifier ici, 4 tiers, j'avais oublié le 3. Donc je l'ai rajouté. Et donc ici j'ai un 3. Alors, eh bien on doit retrouver la même chose. Que je prenne la première ou la deuxième, je dois trouver exactement la même chose. Et en effet, si je remplace petit r par grand R, ici ça donne ρ fois grand R sur 3 epsilon 0. Et ici, donc, avec, on va peut-être leur donner un nom. La première, la deuxième, tout simplement. Donc avec la première, là, on obtient que E de grand R vaut ρ fois grand R sur 3 epsilon 0. Alors qu'avec la seconde, E de R
grand R égale en haut 3 epsilon 0 fois R cube sur grand R carré. Mais en fait, j'ai une simplification qui s'opère ici et là, et donc j'obtiens au final tout simplement en haut fois grand R sur 3 epsilon 0. J'obtiens exactement la même chose, donc j'ai pas de discontinuité. Donc mes deux expressions se recoupent parfaitement quand petit r égale grand R. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la partie qui concerne le calcul du champ électrique. Maintenant on va passer à la détermination alors soit on le fait maintenant, soit... Alors on va juste faire expliquer rapidement le calcul du potentiel. Donc sur une nouvelle page. Puisque dans l'énoncé on demandait aussi de calculer le potentiel électrique associé. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est la relation qui relie le champ électrique et le potentiel, à savoir donc relation entre champ électrique et potentiel. Donc, évidemment potentiel électrique. Bien en fait la relation, on est en électrostatique, on n'a aucune charge qui se déplace. Et donc ce que l'on peut écrire, c'est que E égale moins grade de V. On peut l'écrire en vert. Voilà, ça c'est la relation qui relie le champ électrique et le potentiel. Donc il suffit d'intégrer en fait. On prend chacune de ces figures là, donc il faut le faire pour celle-ci, et ensuite le faire pour celle-là, et recouper. Donc on peut le faire pour la première, et je vous laisse le plaisir de le faire pour la seconde. Donc pour la première, R égale, je sais plus, ρ sur 3. Alors, ρ sur 3 epsilon 0 fois R. On va peut-être repasser en blanc. Alors, écrire ceci. Donc, j'ai pas réécrit les expressions sous forme vectorielle, mais en fait, c'est simplement dire que E c'est ρ 3 epsilon R UR. Donc voilà. Ce qui revient à dire ici que je vais avoir moins dV sur dr. Donc la dérivée de mon potentiel par rapport à R va être égale à ρ 3 epsilon 0 fois petit r. Donc ce qui me donne que VR va être égal à moins ρ sur 3 epsilon 0 multiplié par alors la primitive de R, c'est R carré sur 2, voilà, plus une certaine constante C1. Donc pour cette partie là, je vais avoir moins ρ 6 epsilon 0 fois R carré plus ma constante d'intégration que j'appelle C1. Donc ça c'est pour le cas où petit r est inférieur à grand R. Je ne l'ai pas précisé, mais il faudrait.
Donc c'est le cas où petit r est inférieur à grand R. Donc il faut faire exactement la même chose lorsque petit r est supérieur à grand R. Et donc dans ce cas-là, ne pas oublier qu'on a calculé E aussi. Et qu'on avait établi que ça valait ceci. Donc rho sur 3 epsilon 0 fois R au cube sur R carré. Donc voilà. Faire exactement la même chose. Donc par analogie, je primitive ça. Donc déjà j'écris l'expression. C'est égal à rho sur 3 epsilon 0 fois R cube sur R carré. Donc écrire la suite ici. Ça me donne tout simplement VR qui va être égal, donc le signe moins passe de l'autre côté. Je cherche la primitive de 1 sur de moins 1 sur R carré, et ça c'est 1 sur R. Donc R cube plus une certaine constante C2. Alors, la primitive, simplement avoir en tête que 1 sur R, si je dérive ça, c'est pareil que la dérivée de R-1. Et là, on se sert de la formule x à la puissance n, ça fait bien moins 1 fois R à la puissance moins 1, donc moins 2. Et ça, c'est bien moins 1 sur R2. Bon, j'écris ça au cas où. Donc voilà, on arrive aussi à ce résultat ici. Donc j'ai deux potentiels qui sont là. Et voilà. Donc un potentiel associé au cas où mon rayon est inférieur à celui de ma sphère, et un potentiel associé au fait que mon rayon peut être supérieur à celui de la sphère. Donc évidemment il va y avoir un regroupement, et donc cette fois on le verra dans une prochaine vidéo. Il faudra simplement étudier le cas où, alors c'était pas dans l'énoncé de l'exercice, mais nous on le fera en plus. Donc c'est le cas où le potentiel, donc au point où petit r égale grand R. Regardez ce qui se passe et mettre en corrélation ce potentiel et celui-là. Donc voilà. Donc ainsi se termine le tutoriel sur, en tout cas la première partie, sur la charge ayant une distribution volumique. Alors c'était une sphère, et donc dans la prochaine vidéo nous verrons le cas où alors déjà nous finirons la mise en relation des deux potentiels qu'on a établis, et puis on terminera avec dans une troisième vidéo le cas où la charge est répartie de manière surfacique. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.